Alors, je propose de commencer le webinaire aujourd'hui qui va porter sur la décarbonation du transport hors route et qui finalement, on verra c'est peut-être un peu plus large que juste le transport. Donc, c'est un rapport qui fait suite à notre série de rapports sur les perspectives énergétiques canadiennes et notre troisième édition. Ça va être, je m'excuse pour le bruit des travaux, ça va être Simon Langlois-Bertrand qui va faire la présentation et qui est un des auteurs principaux euh, sur ce rapport, et le deuxième auteur étant Normand Mousseau. Donc, Simon est un associé de recherche à l'Institut de l'énergie Trottier. Il est titulaire d'un doctorat en affaires internationales et diplômé en sciences politiques ainsi qu'en génie informatique industriel. C'est un spécialiste des questions des politiques énergétiques et environnementales. Il enseigne la science politique ainsi que les relations internationales à l'Université de Concordia, à l'UQAM et à l'Université Carleton. Principal auteur des perspectives énergétiques canadiennes, son travail à l'IET porte sur l'analyse des défis politiques, techniques et sociaux liés à la transition vers les sociétés carboneutres. Sa polyvalence sur les questions liées à la carboneutralité le mène à intervenir fréquemment dans les médias ainsi qu'à participer à plusieurs conférences ou événements dans la vulgarisation scientifique et collabore aussi fréquemment avec d'autres organisations et certains ministères. Donc, aujourd'hui, avant de passer à la présentation du rapport, je vais donner quelques mots. Non, non, c'était bien de changer de slide. Ouais. Je vais présenter quelques mots sur l'Institut de l'énergie Trottier. Donc, c'est un institut de recherche qui est financé par un généreux don philanthropique de la Fondation familiale Trottier, qui a été renouvelé récemment, donc en 2023, pour un certain nombre d'années encore. La mission de l'IET s'articule selon trois axes. D'abord, soutenir la formation des nouvelles générations d'ingénieurs, de scientifiques et d'innovateurs dans toutes les questions portant sur l'avenir énergétique. Donc, on veut regarder la compréhension systémique et transdisciplinaire de ces enjeux. Le deuxième axe est la recherche, donc le soutien à la recherche de solutions durables pour soutenir et développer l'avenir énergétique décarboné. Et le troisième axe est la diffusion des connaissances liées à l'énergie pour ainsi contribuer aux débats sociétaux sur les questions énergétiques. Pour citer quelques-uns de nos récents projets, il y a par exemple l'élaboration d'une grille d'évaluation pour un projet de biomasse dans le contexte du Canada carboneutre, qui est en cours et qui va bientôt être présenté d'ailleurs au courant du mois de juin. On a aussi un projet sur tout ce qui est gestion de la pointe de demande d'électricité, de la résilience dans un monde plus électrifié, ou encore le Carrefour de modélisation énergétique, qui est un organisme pan-canadien pour soutenir et développer l'écosystème de modélisation énergétique au Canada, qui a été lancé il y a quelques années en co-direction avec euh, l'Université de Victoria et l'Université de Calgary. On peut passer à la suite. Donc là, je vais laisser la parole à Simon Langlois-Bertrand. Merci, Louise. Bonjour tout le monde. Donc, le projet sur le transport en route, c'est un projet super intéressant sur un sujet qui est, selon nous, négligé là, malgré son importance, mais je vais essayer de vous présenter le portrait. Peut-être juste le situer d'abord dans nos travaux. Ça fait trois fois maintenant qu'on fait la publication des perspectives énergétiques canadiennes. Une première fois en 2018, 2021, puis après ça, depuis le début de l'an dernier. Puis en fait, la recette est à peu près la même à chaque fois, là, c'est-à-dire que le rapport va contenir un état des lieux avec les dernières données sur les systèmes énergétiques à travers le Canada, les sources d'émissions de GS, les tendances en cours, etc. Puis après ça, une modélisation. À la grandeur du pays là, pour des scénarios des scénarios de carboneutralité là, pour voir quelles sont les tendances à venir, étant donné ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, évidemment, dans l'analyse de ces résultats-là, on remarque des choses, ce n'est pas des prédictions, c'est plutôt une image du futur selon certaines choses qu'on sait aujourd'hui, qu'on prévoit, et donc ça permet de réfléchir un peu à comment mettre en branle là, les trajectoires vers la carboneutralité.
Puis cette fois-ci, on a prévu le coup un peu qui avait été plus difficile les dernières fois, c'est-à-dire que le rapport finissait par être assez considérable en longueur, étant donné qu'on tombait dans ces analyses-là pour plusieurs sujets qu'on trouvait intéressants. Puis cette fois-ci, ben, on l'a justement découpé. Donc, ceux qui ont vu peut-être passer l'an dernier les deux rapports principaux, là, donc bon, l'état des lieux, puis la modélisation. Puis après ça, ben, là, on commence une série de rapports thématiques dont celui-ci est le premier, là, sur la décarbonation du transport en route. Il va y avoir un rapport sur les besoins d'infrastructures là, publié dans quelques semaines aussi. Puis évidemment, tout ça est à côté de nos autres travaux. Bon, Héloïse en a mentionné quelques-uns, là, le dernier projet sur la pointe, sur la résilience, puis sur la grille d'évaluation de la biomasse, puis ben, d'autres travaux dans le passé, là, toujours avec en tête d'analyser les difficultés puis les politiques là, qui sont liées aux stratégies de décarbonation à travers le pays. Donc, dans le cas de ce rapport-ci, c'était un enjeu qui a été identifié à partir des résultats, mais aussi à partir de l'état des lieux aujourd'hui. Puis ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que ben, quand on parle aux gens du transport en route, souvent, ben, on va nous répondre, puis là, je parle même d'experts en énergie ou de gens qui s'y connaissent là, dans notre milieu. Ben, les gens vont souvent avoir en tête les motoneiges, des quatre roues, bon, d'autres véhicules récréatifs d'abord et avant tout, puis après ça, peut-être d'autres types de véhicules marginaux. Donc, comme je vais montrer, c'est pas du tout la définition qui est utilisée dans les sources d'émissions. Puis quand on parle de transport aux gens, ben, ils ne pensent pas en route, ils ne pensent pas au motoneige non plus. Ils vont penser, bien évidemment, au transport de passagers, marchandises, puis après ça, ben, routier, maritime, aérien, par rail, etc. Donc, transport en route a été fortement négligé là-dedans. Puis une des raisons de cet oubli-là, ou en tout cas de ce peu d'attention-là, c'est la nature assez large puis très, très éclectique du secteur tel qu'il est défini. En fait, c'est très souvent une catégorie résiduelle dans la publication des données sur les émissions. Donc, tout ce qui ne tombe pas dans les catégories principales, souvent va finir par se ramasser dans la hors-route. Et comme on va voir, ça donne une définition un petit peu, bon, un petit peu large par moment, là, qui est certainement pas le transport comme communément compris. Donc, avant de montrer ce profil-là, je vais commencer par ça, puis après ça, ben, je montrerai dans le rapport, ce qu'on a fait, c'est une revue qui est non exhaustive, là, mais quand même qui présente plusieurs informations qu'on a réussi à assembler sur les défis et les opportunités pour la décarbonation du hors-route à travers les secteurs. Et puis, ce que le rapport propose, en fait, c'est une grille d'analyse pour les solutions à explorer pour être capable de développer une stratégie de décarbonation ou des stratégies de décarbonation, je devrais dire, qui est un rapport qui va servir de référence pour un atelier qu'on va tenir là, dans quelques mois avec différents intervenants experts du milieu ou qui touchent au hors-route. Là. Très souvent, il n'y a pas d'experts précisément pour le hors-route. Mais bon, ça touche à d'autres secteurs. Donc, on va faire ça probablement vers la fin de l'année ou début 2026 là, à suivre. Mais bref, c'est la première phase que je vous présente aujourd'hui. Puis je vais, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même faire un mot de remerciement à plusieurs personnes d'Environnement Changement Climatique Canada là, pour le début, le démarrage du projet pour aller et nous aider à décortiquer les données. Là, comme vous allez voir, ça se complique assez rapidement. Ça a été très aidant. Puis ils ont aussi fourni des commentaires au rapport là, plus vers la fin. Donc, je commence avec la définition, en fait, bon, quand on regarde les émissions du secteur des transports dans son ensemble, ici, vous avez un graphique qui est tiré du rapport de modélisation des perspectives l'an dernier. Donc, il y a deux scénarios de carboneutralité, les net zéro, là, que vous voyez à différents moments dans le temps. C'est des projections pour les différents sous-secteurs des transports, donc secteur routier, ferroviaire, hors route, maritime, puis aérien. Puis le hors route est en gris. Donc, premier constat, c'est qu'évidemment, même aujourd'hui, c'est une catégorie quand même assez importante. Là, ici, je n'ai pas divisé passagers et marchandises, mais on est presque dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, le transport en route, c'est presque 30 des émissions pour le secteur des transports. Ça, c'est tel que rapporté dans le protocole des Nations Unies, là, dans le rapport d'inventaire national du Canada. Je vais revenir à cette définition-là plus tard. Puis, ce qu'on voit encore plus important peut-être, c'est qu'à travers le temps,
c'est une catégorie qui prend en importance qu'on décarbone ou non. C'est-à-dire que si on décarbone pas, donc ça, c'est ce que ben, si on décarbone pas plus, je devrais dire, donc le scénario de référence, là, REF, que vous voyez, c'est un scénario qui inclut toutes les mesures qu'on a déjà mis en place. Donc, il y a des fortes tendances à décarbonation dans certains sous-secteurs, entre autres le transport individuel, là, donc en assumant là, que les obligations de vente de véhicules à zéro émission réalisent leur objectif d'ici le milieu des années 2030. Donc, on a une certaine décarbonation qui est quand même assez importante, qui va réduire la taille des émissions de ce sous-secteur-là. Mais le transport en route, il n'y a pas grand-chose qui est dans les politiques actuelles qui touche. Et donc, ben, il va suivre sa courbe de croissance plus ou moins historique, là, suivre la croissance économique, la croissance des secteurs, même modeste là, ici. Donc, il n'y a pas de nouveaux secteurs qui apparaissent là, dans ce genre de projection-là. Mais donc, on va monter, puis ça va devenir, même dans le scénario de référence, donc la catégorie la plus importante d'émissions du secteur des transports à partir de 2050. Si on regarde dans les scénarios de décarbonation, les NZ, ben là, on a une réduction quand même importante parce que, bon, on est capable quand même avec les technologies d'aujourd'hui, le modèle va réussir à aller décarboner une bonne partie du hors-route. Mais comme il n'y a pas de mesures fortes pour les sections plus compliquées, ben évidemment, on n'élimine pas les émissions du tout, puis ça devient presque 60 des émissions restantes du transport là, à partir du point de carboneutralité. Bref, c'est vraiment pas négligeable, c'est le point que je veux montrer ici. Là. Il y a un peu plus de détails dans le début du rapport. Et puis, pourtant, c'est une source d'émissions qui est très fortement négligée, autant dans les analyses, là, dans la littérature, que ben, dans les politiques publiques là, qui cherchent à développer des stratégies de décarbonation. Donc, ça amène à la définition comme telle qui est utilisée. Et là, il y a un autre problème qui est que, bon, il y a plusieurs définitions en parallèle qui existent. Donc, en général, on va penser au transport comme étant des véhicules, mais dans la catégorie hors route, en fait, il faut penser plutôt en termes de mobilité. Donc, c'est tout ce qui est équipement mobile et incluant la machinerie, mais aussi les véhicules qui ne sont pas enregistrés pour circulation sur la voie publique. Donc, c'est là un peu peut-être la définition plus intuitive, mais ça va inclure beaucoup de choses et ça va inclure beaucoup de choses dans absolument tous les secteurs. Donc, j'ai mis quelques exemples ici. Il y en a beaucoup plus dans le premier tableau du rapport, là, c'est un peu plus exhaustif. Mais bon, en agriculture, pensez à de la grosse machinerie comme les tracteurs, les motoculteurs, les presses à balles. En foresterie, on va avoir des petites machineries, grosses machineries, déchiqueteuses ou scie à chaîne. Bon, dans le secteur commercial institutionnel, on a toutes sortes de groupes électrogènes, pardon, des laveuses à pression. Ça peut être toutes sortes de choses qui sont utilisées sur les sites. En administration publique, ben, on va avoir l'entretien des parcs, par exemple, donc des équipements de pelouse, toutes sortes de compresseurs. Dans l'industrie minière, pétrolière, gazière, des appareils de forage, des chargeurs à pneus, etc. Puis en construction, ben là, c'est relativement, c'est peut-être un peu plus intuitif. Bon, des scies à béton, des asphalteuses, tout le matériel qui est utilisé, qui ne sont pas des véhicules là, qu'on verrait se promener sur les routes normalement. Puis même dans les industries lourdes, on va avoir certaines choses qui sont un peu semblables aux industries plus légères et même le secteur commercial, comme des chariots élévateurs. Mais il va y avoir aussi des balayeuses, des récureuses, etc. Puis dans le résidentiel récréatif, ben, c'est pas parce que je disais tantôt, peut-être les gens ont une intuition très rapide, comme j'avais avant de faire le rapport, peut-être, là, à aller tout de suite aux véhicules récréatifs. Ben, ils sont là-dedans, évidemment, sont là. Mais aussi, on a des équipements mobiles et portables, comme des souffleurs à feuilles, par exemple, ou bon, des taille-haies, etc. Tout ça rentre dans le transport en route, puis c'est un peu le petit indice qu'Héloïse donnait en introduction, c'est définitivement pas une définition intuitive de transport. Mais bon, c'est la catégorie. Puis là, vous allez m'excuser pour le reste de la présentation pour ne pas alourdir. Je vais souvent dire le secteur hors route. Évidemment, vous voyez ici que de parler d'un secteur d'une façon moindrement uniforme, ça ne fait pas vraiment de sens. Par contre, il y a quand même des tendances, des défis communs qui permettent un peu de classifier. Mais bon, je vais parler un peu plus des émissions. Une autre raison pour la difficulté de l'approcher,
jusqu'ici, c'est qu'il y a deux méthodes principales de catégorisation des émissions en route. Il y a deux méthodes principales de classification des émissions de gaz à effet de serre, là. Il y a, certains d'entre vous le savent, j'en doute pas. Donc, ceux qui, bon, la classification selon le protocole du GIEC, donc aux Nations Unies, dans les rapports d'inventaire nationaux fournis par chacun des pays, comme le Canada, ben là, on va avoir une distinction des émissions par secteur, bon, combustion d'énergie, production d'électricité, etc. Et là-dedans, le hors-route est une catégorie qui va être dans la combustion d'énergie. Puis là, on va distinguer selon bon, les grands secteurs. Donc, on va regrouper industrie, ou à peu près toutes les industries, en fait, là, donc manufacturières, les mines, pétrole, gaz, construction. On va avoir agriculture, foresterie ensemble, commercial institutionnel, puis résidentiel. Donc, vous reconnaissez peut-être un peu les secteurs dont on parle souvent quand on parle de consommation d'énergie là, dans la catégorisation assez classique. Évidemment, quand on regarde ça, puis étant donné ce que je vous ai montré sur la diapo précédente, on se rend assez vite compte que cette distinction-là est pas suffisante pour aller vraiment comprendre chacun des défis parce que ça reste très large comme secteur. Donc, dans la seconde classification des émissions, celle qui est utilisée souvent dans les communications du gouvernement par Environnement Changement climatique Canada, entre autres, donc c'est la classification par secteur économique. Une des plus grosses différences entre les chiffres de la classification GIEC puis par secteur économique, c'est justement le transport hors route qui n'est pas du tout traité de la même façon. Donc ici, dans ce que je vous montre, vous avez la catégorie hors route qui est dans le transport, donc c'est pour ça qu'on dit transport hors route, alors que dans la classification par secteur économique, elle va rentrer dans chacun des secteurs. Donc des chariots élévateurs en industrie manufacturière, ça va rentrer dans l'industrie manufacturière. Et donc, ça pose un casse-tête. Vous me voyez venir là, sur comment aller extirper puis comparer ces données-là. Il y a un travail de défrichage quand même assez important à faire là, avant d'avoir les chiffres. Bon, on en a fait une partie justement dans le rapport, c'est un des premiers objectifs. Mais bon, quand on arrive dans la classification par secteur économique, on peut voir qu'on a un peu plus de détails. Justement, si je regarde dans la première colonne, donc en bas, j'ai bon, quoi, à peu près 40 39,4 là, pour industrie, manufacturière, mine, construction. Mais quand je le décompose par secteur économique, je m'aperçois que secteur pétrolier, gazier puis minier, c'est l'écrasante majorité de cette catégorie-là. Donc, évidemment, ça nous en dit un peu sur peut-être où mettre les priorités là, dans le développement de stratégies. J'arrête ici là, pour la catégorisation, puis le profil comme tel. Il y a plus d'informations dans le rapport, bien sûr, là, mais je veux passer du temps sur bon, ce qui est peut-être le cœur du rapport, c'est-à-dire le survol qu'on fait des différents secteurs. Donc, on a fait ça en regardant la littérature disponible, des travaux passés de l'IET, puis à travers ces travaux-là, ben, quelques conversations qu'on a eues avec divers intervenants. Comme je disais tantôt, c'est souvent pas du tout des experts en hors route, là. C'est plus des gens qui ont eu à toucher à ce genre d'équipement-là, puis à des défis de décarbonation, dans certains cas des solutions, là, qu'on a essayé de rassembler tout ça pour avoir une discussion pour montrer quelques points clés, peut-être à garder en tête d'entrée de jeu là, en réfléchissant à une stratégie à déployer ou des stratégies. Là, je devrais toujours parler au pluriel. Donc, cette revue-là, elle a été faite avec des questions pour structurer la discussion. Donc, une question qu'on gardait toujours en tête, c'est, bon, ben, dans ce secteur-là, c'est quoi le potentiel des technologies basées sur l'électricité pour décarboner le transport en route? Pourquoi l'électricité? Parce que ben, souvent, quand on touche au transport, on va avoir bon, plusieurs études qui nous montrent que bon, ce qu'on peut électrifier, il y a des bonnes chances que ce soit une bonne idée de prioriser la solution plutôt qu'aller voir un carburant alternatif ou une source d'énergie alternative pour toutes sortes de raisons. Bon, c'était pas le but d'aller débattre de cette priorisation-là, mais c'est le point de départ, la position de beaucoup des politiques, beaucoup des analyses aujourd'hui. Donc, on l'a gardé en tête, autrement dit, pour voir ben, ici, est-ce que l'électricité peut vraiment apporter des solutions ou est-ce que ça vient avec bon, trop de problèmes additionnels créés là, par l'électrification? Donc, je vais y arriver. Après ça, c'est quoi la disponibilité des équipements?
au niveau commercial. Donc, si un acteur veut décarboner ses véhicules hors route, est-ce qu'il peut juste bon, ouvrir Google ou prendre le téléphone, puis appeler son détaillant de véhicules, puis juste choisir des modèles faibles en carbone? Ou est-ce qu'au contraire, là, ça prend des recherches poussées, ou peut-être qu'il n'y en a pas du tout, puis il y a juste trois ou quatre projets pilotes ailleurs dans le monde? Donc, il y a certains cas comme ça. Dans quelle mesure est-ce qu'il faudrait modifier les pratiques dans les services fournis pour adopter les technologies décarbonées? Euh, Pourquoi? Parce que ben, quand on change d'équipement, on change de source d'énergie très souvent pour le hors-route. Donc, c'est essentiellement, bon, essence diesel, par exemple, à remplacer pour des opérations qui ont des paramètres très, très précis. Donc, ça peut être une longue durée d'opération qui est absolument obligatoire. Ben, à ce moment-là, si on change puis on passe à un véhicule électrique, par exemple, qu'il va falloir recharger à toutes les quelques heures, ben, ça demande une planification différente. Donc, on essaie de porter attention à ce genre de défi-là. Bon, dans quelle mesure est-ce que le Canada est dépendant d'acteurs étrangers pour les efforts de décarbonation? Dans les stratégies pour mettre le pays sur la voie de la carboneutralité, on pense souvent à cette question-là, comment le Canada devrait se positionner. Est-ce qu'il y a un créneau où il pourrait devenir un acteur dominant, même à l'échelle régionale ou internationale, sur certains équipements? Est-ce qu'il est capable d'aller avoir accès à des chaînes d'approvisionnement qui sont bon, simples, résilientes, etc. Est-ce que ça vaut la peine, autrement dit, de prendre le risque de développer nous-mêmes ou est-ce que d'attendre, puis bon, être preneur de technologie peut être raisonnable dans certains cas? Puis bref, la dernière question, ben, de façon générale, à très haut niveau, là, c'est quoi les principaux défis qui sortent là, dans la mise en œuvre de solutions? Donc, je vais le faire en rafale un peu ici, puis évidemment, ben, il y a plus d'informations dans le rapport, mais je ne voulais pas vraiment choisir là, de secteurs principaux. Je commence avec celui qui était le plus gros tantôt là, sur le total, donc extraction minière, puis extraction de pétrole et gaz. Bon, quelques points qui sont sortis de cette revue-là. Bon, d'entrée de jeu, c'est sûr qu'il y a des exigences opérationnelles dans l'exploitation minière, entre autres, pour les équipements non routiers. Donc, bon, pensez aux foreuses, aux équipements dans les mines et carrières. Donc, les exigences opérationnelles peuvent être contraignantes. Souvent, c'est des opérations qui se font en continu, à peu près 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, évidemment, d'entrée de jeu, faut en tenir compte quand on pense à des équipements alternatifs. Ensuite, pour ce qui est de l'électrification, ben, souvent on va voir l'électrification des véhicules dans ce contexte-là plus difficile que celle des autres équipements parce que souvent c'est des très très gros véhicules. Puis bon, je viens de mentionner les exigences opérationnelles. Sauf que, il y a des contextes quand même assez importants où il peut y avoir des avantages qui sont pas, qui sont peut-être pas évidents sur le coup. Entre autres, en exploitation minière souterraine. Ben, si j'électrifie certains équipements, ben, évidemment, il y a une bonne partie des équipements autres que les véhicules qui sont déjà électrifiés, les systèmes de ventilation, les appareils qui, justement, les foreuses, etc., sous terre. Donc, il y a déjà un accès à l'électricité sur le site avec une demande en puissance quand même assez considérable. Et donc, électrifier les véhicules, ça permet non seulement ben, c'est-à-dire que ça demande non seulement d'avoir un peu plus d'électricité, mais ça peut demander une demande en puissance additionnelle quand même assez considérable si on pense aux recharges fréquentes dans des véhicules qui seraient obligés bon, ben, de changer, d'échanger la batterie plutôt que d'attendre la recharge, là, étant donné les heures d'opération en continu. Sauf que puis c'est un sauf-que très important. Dans ce contexte-là, bien évidemment, les infrastructures sont déjà présentes, donc ce n'est pas comme s'il fallait connecter le site au réseau à partir de rien. Deuxième chose, c'est que une très grosse partie de la demande pour la ventilation, elle est rendue nécessaire à cause de l'utilisation de véhicules qui fonctionnent au diesel et donc pour garder une qualité de l'air, entre autres, là, sous terre qui est acceptable. Et donc, évidemment, si on électrifie, ben, il y a un besoin en ventilation qui est réduit de beaucoup. Et donc, cette réduction-là permet d'économiser non seulement en achat d'énergie pour l'alimenter, mais permet aussi de simplifier un peu
les exigences en infrastructure additionnelle. C'est-à-dire que la demande additionnelle qui vient des véhicules à recharger, ben, elle est plus petite là, que ce qu'on pourrait penser en ajoutant simplement ça à la demande existante. Donc, pour le sous-terre, ça semble être plus intéressant. Puis il y a quelques acteurs qui sont en train de regarder. Pour les mines en surface, c'est plus difficile. Bien, évidemment, cet avantage-là n'est pas pertinent, donc il n'y a pas de ventilation. Il y a aussi d'autres enjeux. Bon, si je pense à des caténaires, par exemple, ben, c'est des routes non pavées, donc ça demande une certaine stabilité là, pour que le caténaire soit bien adapté. Ça ne fonctionne pas très bien. Il y a des entreprises en ce moment, Caterpillar, entre autres, là, qui est en train de développer, ben, qui vient de présenter une version réduite du caténaire. Donc, un caténaire plus bas qui est bon, moins susceptible là, d'avoir des problèmes quand la stabilité verticale est pas au rendez-vous. Aussi, les mines en surface, on va déplacer le site souvent, c'est la nature de l'opération, ben, souvent à toutes les quelques années. Donc, ça prend des équipements un peu plus facilement mobiles. Ça n'a pas besoin d'être à chaque jour, mais bon, comme je dis, tous les quelques mois, toutes les quelques années. Et donc, ce genre de projet-là montre un certain potentiel, mais pour l'instant, il n'y a pas de technologie dominante là, pour décarboner, ni par l'électricité, ni par d'autres sources. Bon, ensuite, il y a le secteur pétrole et gaz, évidemment, là, comme je disais tantôt, qui est très important. On n'a pas obtenu beaucoup d'informations précises, mais étant donné son importance dans l'ensemble des émissions du secteur, là, c'est évidemment une prochaine étape essentielle. Bon, au secteur commercial, institutionnel, administration publique, bon, j'inclus ici, par exemple, les municipalités. Différentes opérations gouvernementales. Bon, évidemment, dans son ensemble, le secteur présente une complexité pour la décarbonation. Il y a une très, très grande variété de véhicules, petits et grands, là, puis d'équipements. Il y a aussi, bon, un point que j'ai fait un peu rapidement tantôt, il y a peu de catalogues disponibles. Donc, encore là, c'est pas simplement d'avoir la motivation, le programme, le financement pour aller tester des solutions. C'est quand on s'y met, ben, c'est très difficile d'aller voir ben, c'est quoi mes options exactement, qu'est-ce que je pourrais acheter, c'est quoi le coût, qu'est-ce que je pourrais tester, qu'est-ce qui correspond à mes conditions particulières. Et donc, juste avoir une information partagée de façon beaucoup plus efficace dans ce qui se fait. Pour l'instant, ça se fait, bon, à l'échelle des municipalités, il y a des initiatives qui aident beaucoup sur cet aspect-là. Les municipalités qui font partie du C40, là, donc qui ont pris certains engagements de décarbonation. Bon, il y a un partage d'informations sur les projets en cours. Bon, il y a des initiatives de zones sans émissions ailleurs dans le monde, soit des chantiers de construction ou des travaux publics ou simplement des zones véhicules sans émissions, donc qui permettent d'avoir certaines informations, mais il y aurait lieu certainement ici là, de standardiser tout ça pour faciliter le partage. Bon, dans l'administration publique, dans les municipalités, il y a quand même plusieurs projets pilotes à travers le pays qui sont en cours à Toronto. Bon, en fait, c'est les grandes villes souvent, mais même certaines municipalités en banlieue de Toronto aussi, Montréal, Vancouver. Donc, des développements pour les véhicules, bon, essentiellement électrifiés. Pensons aux travaux publics, l'entretien des parcs. Par contre, quand on arrive aux plus gros véhicules et à certains types d'opérations, ben là, on a des exigences opérationnelles qui demandent une résilience très, très élevée pour des raisons de sécurité publique. Donc, pensez au déneigement, par exemple. Ben, évidemment, les véhicules de déneigement doivent fonctionner pendant des longues heures, puis c'est pas vraiment une option de se dire, oui, mais on pourrait étaler ça un peu plus. Bon, il faut être capable de dégager la voie publique assez rapidement. Donc, c'est là où ça peut être, ça peut présenter des défis logistiques beaucoup plus importants pour lesquels ça va prendre beaucoup plus d'attention là, pour arriver à des solutions à grande échelle. Ensuite, je passe au secteur de la construction. Bon, ce qui est intéressant peut-être à souligner pour la construction, c'est que les défis pour ce qui est d'électrification, ils sont plus liés aux conditions du site qu'au type de véhicule. Donc oui, les gros véhicules bon, sont plus demandants en termes de nouveaux équipements, de recharge, etc. Mais dans l'ensemble, c'est surtout le type de site qui va avoir un impact. Donc, par exemple, les sites plus petits puis à court terme, comme les rénovations de maisons individuelles ou duplex-triplex dans des milieux plus denses, ben, pourraient bénéficier d'une standardisation d'un processus de connexion
connexion au réseau, étant donné la faible demande additionnelle souvent que ça va faire. Donc, une capacité de se connecter de manière standardisée dans la rue ou prêt là, pour valider par Hydro-Québec, par exemple, ou euh, par une firme spécialisée, permettrait d'avoir des équipements qui sont typiquement plus petits là, que dans les grands chantiers, évidemment, sur place. Puis évidemment, dans les grands chantiers, ben là, ça dépend aussi de où le grand chantier est situé. S'il est en milieu urbain, ben, il y a des chances qu'il y ait une capacité sur le réseau capable de fournir, mais ça dépend beaucoup du système de distribution sur place. Et donc là, on va avoir des demandes en puissance qui sont quand même assez importantes. Donc, ça demande beaucoup plus d'exploration. Bon, la disponibilité des équipements ici aussi est assez limitée, là. Il y a pas beaucoup de manufacturiers et de véhicules disponibles au Canada, donc véhicules faibles en carbone, là, soit électrifiés ou autres, là. Et donc, encore là, un petit peu de la même façon que pour le secteur commercial, on voit vraiment une urgence là, d'aller développer les catalogues de qu'est-ce qui existe, là. Il y en a des chantiers de construction sans émissions qui ont été testés dans le monde, dans les pays scandinaves, entre autres, là. Donc, il y a moyen d'aller voir ce qui s'est fait là. Puis, il y a beaucoup de ces manufacturiers-là qui sont des multinationales. Donc, est-ce que ce sont des véhicules qui pourraient être utilisés ici? C'est un ensemble de questions auxquelles il faudrait répondre assez rapidement. Bon, dans le secteur de la construction, peut-être un contraste avec les mines, c'est des heures de fonctionnement souvent plus courtes. euh, Donc, possiblement un plus grand rôle ou un rôle plus facile, je devrais dire, pour l'électrification. Cet enjeu-là est moins complexe là, que dans des endroits d'opération en continu. Là, je vais arriver à l'agriculture, par exemple, tantôt, mais on en a déjà parlé pour le commercial, puis les mines. Donc, potentiellement plus de potentiel ici. Potentiellement plus de potentiel, potentiellement plus de débouchés ici plutôt. J'arrive à la foresterie. La foresterie, c'est intéressant d'une autre façon. Il y a un peu comme la construction, là, c'est une autre échelle évidemment, mais il y a beaucoup de particularités régionales. Donc, c'est pas du tout la même chose. Regardez les options disponibles, les exigences opérationnelles quand on regarde les forêts ou l'exploitation des forêts au Québec versus en Colombie-Britannique versus ailleurs en Amérique du monde, en Amérique du Nord plutôt. Donc, c'est pas juste le type de site, c'est aussi les acteurs impliqués. Donc, par exemple, la structure de propriété des véhicules. Est-ce que ce sont les grands opérateurs, les grands exploiteurs qui ont des flottes de véhicules, puis après ça, il y a des employés, ou est-ce que ce sont surtout des conducteurs individuels, comme c'est le cas à différents endroits, où bon, le véhicule appartient au chauffeur, et puis, bien évidemment, changer les choses, il peut avoir des avantages, des inconvénients à cette structure-là qui soit pose plus de problèmes ou moins, là. Donc, il y a aussi des sites qui sont situés près des routes régionales qui, ben, étant donné le développement actuel, vont se trouver situés près des nouveaux parcs éoliens à venir. Et donc, ben, si on pense à des infrastructures électriques, ça peut peut-être être plus facile de planifier pour ça. Par contre, un truc que je voulais mentionner pour la foresterie, c'est que souvent, la réflexion sur le hors-route, comme c'est surtout des gros équipements, va se faire en combinaison directe là, avec la réflexion sur la décarbonation du transport de billes de bois, là. Donc, le transport à plus longue distance là, à partir des sites de coupe jusqu'à, bon, peu importe où on les destine par la suite. Donc, il y a beaucoup plus d'action qui se fait en ce moment sur la réflexion de comment au moins optimiser la consommation d'énergie dans ce genre de transport-là. Quand on arrive sur le site, ben, on est en région éloignée, c'est des gros équipements qui ont souvent besoin de fonctionner pendant longtemps. Donc encore là, infrastructure électrique, ça peut être plus difficile. Ça prend quelque chose de mobile, donc des stations d'approvisionnement bon, mobiles pour des carburants liquides durables, par exemple, ça pourrait être quelque chose de plus intéressant en tout cas, une bonne partie des sites là, qu'on a documentés. Après ça, ben, il y a un rôle pour l'électrification, mais là, je sors un peu du hors-route. Il y a des entreprises qui ont développé des logiciels, par exemple, pour optimiser les trajets pour des véhicules lourds électriques qui tiendraient compte de la topologie des environs, c'est-à-dire, donc, est-ce que j'ai
du freinage régénératif qui peut être utilisé en tirant profit des endroits où j'ai des pentes. Donc, quand bon, le camion monte, le camion est vide, donc il est capable d'avoir une recharge moins substantielle avant de monter. Mais une fois qu'il est lourd et qu'il redescend, ben, il recharge pratiquement en entier, rendu en bas. Et donc, évidemment, il y a une économie d'énergie potentielle assez substantielle. Mais bon, évidemment, on est dépendant des conditions environnantes aussi. Bon, je vois le temps filer, là. Je veux juste me rendre à la fin. Je vais accélérer un petit peu, mais je voulais dire un point additionnel sur l'agriculture. Il y a un parallèle à faire avec la foresterie, c'est-à-dire que ben, l'emplacement des sites puis les zones environnantes est très souvent déterminant, pas pour les mêmes raisons exactement. Bon, il y a des équipements agricoles faibles en carbone qui existent, sont très peu disponibles au Canada, encore une fois. Donc, vous voyez un peu la tendance à travers les secteurs, surtout pour les gros équipements. Par contre, quand on pense aux besoins en décarbonation, en milieu agricole, ce qui va souvent être un défi additionnel, c'est qu'il y a aucune infrastructure pour alimenter en énergie, peu importe la forme qu'on veut appliquer. Donc, si on veut électrifier, ben, il faut aller voir si le réseau est capable de se connecter. Souvent, c'est des plus grandes distances. Ça dépend évidemment de la configuration du réseau. Mais même si on réfléchit à d'autres sources, ben, il n'y a pas nécessairement plus d'infrastructures de distribution des autres sources d'énergie dans le coin non plus. Et donc, un peu comme la foresterie, il faut penser à chaque site peut-être de façon individuelle ou en tout cas on pourrait peut-être les catégoriser là, pour voir les options qui sont les plus directement accessibles. Donc, ce ne sera pas une solution unique certainement là, pour l'agriculture, même pour des équipements semblables à travers tout le pays. J'arrive finalement au résidentiel récréatif. Donc, peut-être j'aurais dû commencer par ça. C'est ça que j'ai dit en introduction, mais c'est une petite part du total. Comme on voyait tantôt, c'est à peu près 2 là, des émissions du transport en route. Donc, bien évidemment, la bonne nouvelle, c'est que pour le résidentiel, il y a une très grande disponibilité des équipements électriques déjà. Le temps d'opération est bon, très, très peu souvent critique, là. Donc, ça permet en théorie une décarbonation rapide s'il y avait des incitatifs de réglementation additionnels. Bon, il y a des avantages connexes aussi en milieu résidentiel, surtout en milieu dense. Donc, bon, on peut penser à moins de bruit, moins de pollution atmosphérique si on change pour des appareils électrifiés. Par contre, ce n'est pas zéro, là, je vais y revenir tantôt. Puis, quand on pense aux véhicules récréatifs, là, c'est tout un défi. Puis là, évidemment, il faut revenir au pourcentage que je montrais au début. Là, on parle de moins d'1 % du total du transport en route. C'est souvent des équipements où les modèles électrifiés existent, mais il y a des défis en milieu isolé, entre autres, où il y a une bonne proportion qui est utilisée. Donc, on peut penser à bon, des motoneiges, ce type d'équipement-là, qui ont besoin dans certains cas, d'une portée assez longue, partant très froid, parce que bon, c'est la nature de leur utilisation. Il y a aussi des facteurs culturels là, qui vont intervenir dans ce cas-ci. Donc, encore là, il n'y a pas d'approche uniforme qui peut être utilisée, bon, en tout cas difficilement, mais de toute façon, il faut y penser peut-être en association avec d'autres activités, parce que bon, ça reste un petit pourcentage du total. Donc, où ça nous a amené, c'est à construire une grille, en fait, qui pourrait être utilisée pour développer des politiques de décarbonation. Donc, en regardant les questions que j'ai soulignées à travers la revue, là, donc, est-ce qu'il y a une technologie de remplacement non émettrice qui est disponible sur le marché, qui offre des conditions acceptables, là, même s'ils sont changés pour le service à faire? C'est quoi les contraintes exigences supplémentaires pour la solution décarbonée qu'on considère? Puis, est-ce qu'il y a des infrastructures supplémentaires importantes qui sont nécessaires à l'alimentation dans la nouvelle source ou les nouvelles sources d'énergie là, qui vont remplacer celle qui est émettrice? Donc, ce qu'on propose à la fin du rapport, c'est une grille qui est fortement inspirée d'une méthodologie qui a été développée par l'accélérateur de transition, là, qui est un autre organisme qui fait de la recherche et différentes initiatives là, pour réaliser des transitions vers la carboneutralité, où on a en fait différentes solutions dans la grille. Donc, les différentes lignes, c'est une solution donnée dans un secteur donné pour décarboner le transport en route. Puis après ça, ben, on a plusieurs colonnes qui vont
donner une évaluation selon différents critères. Donc, est-ce que la technologie est facilement disponible? Est-ce qu'elle demande beaucoup en nouvelles infrastructures? Est-ce qu'elle permet d'avoir une solution qui mène à une réduction du bruit? Puis est-ce que c'est pertinent dans le contexte? Est-ce qu'il y a un impact sur la sécurité ou des exigences additionnelles en matière de résilience, comme je mentionnais tantôt là, pour les opérations de déneigement, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres avantages qui sont liés à la réduction des polluants? Puis là, pour comprendre la démarche ici, c'est pas une grille qu'on voit comme déjà complète. On la met pour montrer un peu des exemples. Dans les différentes cases, ben, vous avez la réponse ou l'évaluation du critère avec un commentaire là, qui permet de dire pourquoi on arrive à la couleur. Puis là, il y a un code de couleur, bien évidemment. Vert, ça veut dire que c'est prometteur. Rouge, c'est moins compatible avec une trajectoire carboneutre ou c'est pas compatible. Puis ben, jaune, ça pourrait l'être, mais ça dépend de beaucoup de choses additionnelles. Puis je vais vous montrer deux exemples, là, peut-être en plus gros que la grille que vous voyez juste avant. Donc, par exemple, dans le secteur résidentiel, si on pense au cas du matériel de jardinage, puis bon, on considère est-ce que c'est quoi les avantages et inconvénients pour le matériel de jardinage électrifié? Bon, est-ce qu'il y a une disponibilité raisonnable de la technologie, des modèles? Est-ce qu'on peut acheter ça au magasin du coin? Donc, absolument. Donc, ça, c'est un vert définitif. Est-ce que ça demande des nouvelles infrastructures ou des modifications importantes? Ben non, en général, là. Donc, à moins de penser aux résidences avec une quantité quand même assez importante de matériel de jardinage. Là, typiquement, ça peut se brancher dans ce qui existe déjà. Est-ce qu'il y a un impact induit sur la sécurité, des exigences en matière de résilience? Pas vraiment. Bon, si on avait prévu tourner le gazon le samedi après-midi, puis il y a une panne d'électricité, puis il n'est pas chargé, peut-être, mais ça reste négligeable dans l'ensemble. Est-ce que ça l'aide pour la réduction du bruit? Ben, ici, on l'a mis en vert pâle. C'est pas négligeable, là. Bon, l'absence de moteur à combustion, c'est moins bruyant, mais bon, quand on utilise les équipements, c'est sûr que le bruit reste important. Puis est-ce qu'il y a d'autres avantages? Ben oui, on élimine la nécessité de stocker des produits pétroliers dans les résidences, bon, d'avoir une contamination des sols, bon, la manipulation est plus dangereuse, etc. là. Donc oui, il y a quelques petits avantages, mais non négligeables. Puis après ça, si on regarde en agriculture, bon, je touchais à cet exemple-là tantôt. Si on parle pour le cas précis des tracteurs agricoles électriques, donc petite à moyenne taille, ce n'est pas les gros équipements, mais quand même qui demandent une puissance considérable, ben, est-ce qu'il y a une disponibilité de la technologie? Ben, il y a quelques modèles disponibles, mais il n'y a pas beaucoup de déploiement. Donc, on l'a mis en jaune ici. Est-ce que ça demanderait des nouvelles infrastructures? Oui, c'est extrêmement important, encore là, pour les régions qui ne sont pas connectées ou même qui sont isolées dans certains cas du réseau électrique. Ça pourrait être très compliqué là, d'alimenter les sites pour permettre ce genre de recharge-là. Ensuite, est-ce qu'il y a un impact induit sur la sécurité ou des exigences en matière de résilience? Ben oui, je le mentionnais tantôt, souvent, sont des équipements qui vont être utilisés pendant des longues heures, des journées continues, qui fonctionnent pendant les périodes de pointe. Donc, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre de ce côté-là. Ça demanderait définitivement des ajustements majeurs à comment ils sont utilisés. Donc, on l'a mis en jaune et non en rouge parce que, bon, c'est pas impossible, évidemment, là, mais ça va être du cas par cas. Est-ce que ça permet des avantages en termes de réduction du bruit? Ben, encore là, on l'a mis en jaune, c'est pas vraiment déterminant. Donc, selon en tout cas les différentes personnes avec qui on était en contact, c'est pas un avantage là, qui était particulièrement déterminant dans ce genre de site-là. Puis est-ce qu'il y a d'autres avantages? Ben oui, il y a une réduction des polluants, étant donné qu'on remplacerait du diesel. Donc, il y a une réduction des émissions de particules fines, etc. là. Donc, pas juste les gaz à effet de serre, autrement dit. Donc, oui, là, ici, il y a un vert pâle. Et donc, évidemment, ça amène à une conclusion très différente. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est développons une grille comme ça euh, la, la plus exhaustive possible. Évidemment, là, ça va demander un travail considérable de tout couvrir, mais on peut prioriser selon l'importance des sources d'émissions, selon peut-être certains critères, en gardant en tête certains principes à haut niveau qui devraient guider le développement. Donc, un premier principe, c'est, pour revenir à ma question du début, pour beaucoup de sites, puis évidemment, là, il y a des nuances selon le service, l'activité donnée, mais pour beaucoup de sites, ça vaut la peine de regarder c'est quoi
quoi le potentiel d'électrification d'abord. Ça mène la plupart du temps à des avantages connexes importants, souvent une amélioration de l'efficacité ou de la productivité énergétique des équipements aussi. Et donc, d'abord, est-ce qu'il y a une solution viable du côté de l'électricité? Ensuite, si on pense à un changement d'équipement ou de source d'énergie, c'est quoi les avantages connexes, la disponibilité des infrastructures? Donc, autrement dit, qu'est-ce que ça amène autre que la décarbonation pour l'élimination des émissions pour l'activité donnée? Ensuite, la stratégie devrait toujours tenter d'anticiper la collecte d'informations qui est nécessaire sur les technologies, puis partager ces informations-là avec les acteurs, les parties prenantes concernées. Puis, ben, lancer des projets pilotes. Il faut tester des options, puis essayer de maximiser le potentiel d'apprentissage, y compris en s'étendant dans d'autres secteurs. Il y a des sous-secteurs où il y a des projets pilotes qui semblent destinés à une activité précise, mais qui peuvent permettre de tirer des leçons pour d'autres secteurs qui ont des activités complètement différentes, mais où il y a un paramètre qui se ressemble. Des longues heures d'opération, par exemple, ben, dans les mines, puis dans le déneigement, c'est le même genre de réflexion, même si évidemment, on n'est pas du tout dans le même contexte. Bref, je vous laisse regarder ça. Et puis, ben, maintenant, on va regarder les questions si vous en avez pour le reste du webinaire. Merci Simon pour cette présentation très étoffée. Et vous pouvez utiliser la fonction questions et réponses de l'outil pour poser vos questions. Je vais peut-être démarrer cette période de questions avec une question qui va un peu ouvrir cette réflexion-là, parce que là, tu as vraiment fait le tour de ce qu'on voit au Canada. Moi, la question que je propose, c'est comment on voit le positionnement à l'international? Est-ce que c'est quelque chose qui est très développé? Donc, qui donnerait une impression que le Canada est un peu en retard, ou ça reste quelque chose qui est passé sous le radar à l'échelle globale? Oui, c'est une super bonne question. Il y a plusieurs composantes à la réponse, là. C'est-à-dire que, ben, d'abord, oui, il y a des choses qui se passent à l'international. Par contre, il n'y a pas de tendance très forte, là. Oui, on est peut-être en retard dans certains créneaux, mais il y a énormément de pays en retard aussi. Donc, il y a des pays, bon, je mentionnais tantôt la Norvège, là, qui a testé des choses comme des chantiers zéro émission, ou pour la construction, il y a un peu de développement. Là, il y a la ville de New York qui a annoncé aussi une stratégie pour la même chose. Mais pour ce qui est des politiques tentées et mises en place, ça, il y en a très peu. Souvent, ça va se limiter à ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire bon, des réglementations pour certains types d'émissions hors émissions de gaz à effet de serre, donc émissions de certains polluants qui viennent avec la combustion du diesel, entre autres. Ça, il y en a d'ailleurs des réglementations là-dessus au Canada, mais bon, il y a d'autres pays qui les resserrent de toutes sortes de façons. Pour ce qui est des véhicules, du remplacement des équipements, il y a certaines juridictions qui vont, bon, je pense à la Californie, la Colombie-Britannique a un projet sur la table, là, mais à ma connaissance, ce n'est pas encore adopté. Il y a la réflexion en cours sur les obligations de vente de véhicules à zéro émission pour les véhicules moyens et lourds. Dans ces équipements-là, souvent, on va inclure les véhicules qui sont techniquement catégorisés comme hors route, parce que comme j'expliquais d'entrée de jeu tantôt, bon, la catégorie hors route, elle est très artificielle, là. C'est-à-dire qu'on met la ligne pour avoir une catégorie séparée dans les émissions, mais en pratique, souvent, c'est un véhicule que, bon, ben, il se trouve à être utilisé avec certains types de moteurs qui sont aussi utilisés dans le transport routier. Donc, bref, il y a un peu là, de mouvement là-dessus où on va penser à des obligations soit de vente ou de remplacement de la flotte existante. Donc, la Californie, entre autres, met en place en ce moment bon, une obligation de vente pour les nouveaux véhicules à partir des années 2030 pour les véhicules lourds. Pour les flottes existantes, pour les industries qui en ont déjà, ben, on leur donne un peu plus de temps, mais il y a quand même une date de remplacement. Donc, c'est souvent aussi, ces réglementations-là vont tenter de tirer profit du fait que il y a un taux de roulement relativement élevé là, pour beaucoup de ces équipements-là. C'est rarement des équipements qu'on va utiliser pendant 25 ans, 50 ans, là. Donc, en moins de 10 ans, souvent, on va renouveler de toute façon. Et donc, il y a moyen, là, en agissant avec les bons incitatifs, d'aller remplacer de façon assez rapide. D'accord, merci. On a une question qui est rentrée, qui concerne l'extraction minière et l'extraction de pétrole et gaz, tout ce qui est gros véhicules, industrie lourde. Et on demande en fait, est-ce qu'il y a lieu d'y aller
prioritairement avec l'électrification directe ou est-ce qu'il y a de la place ou de l'intérêt pour tout ce qui est hydrogène? Oui, ben, il y a, ça dépend à qui vous parlez pour l'instant. Mais bon, il y a, je dirais, environ 2 ans, il y avait un buzz très fort, on va dire, pour la pénétration de l'hydrogène en milieu minier, bon, comme pour d'autres secteurs d'ailleurs, là. Mais bon, peut-être plusieurs acteurs miniers qui avaient commencé à tester des camions à hydrogène, entre autres, là, pour le transport du minerai sur site là, et d'autres applications. Bon, il n'y a pas eu de très gros débouchés jusqu'ici. Il semble vraiment y avoir eu un revirement vers l'électrification, mais encore là, on est dans les premières étapes. Donc, c'est pour ça que tantôt, je faisais la distinction très prudente entre le sous-terre puis le minier en surface. Dans le minier en surface, cette tendance-là est pas, ben, c'est pas qu'elle n'est pas très forte, là. Il n'y a pas plus de pénétration de l'hydrogène vraiment, mais bon, l'électrification n'a pas nécessairement le vent dans les voiles non plus. Mais dans le sous-terre, ben, il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à réaliser cette composante-là avec les systèmes électriques en place, l'économie sur la ventilation, l'économie sur le besoin en puissance, qui fait qu'au bout du compte, on n'a pas un coût additionnel énorme et on a énormément de bénéfices connexes qui viennent avec. Et donc, l'économie, autrement dit, de la transformation est déjà intéressante. Bon, évidemment, c'est des équipements qui sont très chers. Euh, c'est là où bon, ça demande un financement public dans certains cas. Il y a des crédits d'impôt déjà disponibles, mais qui demandent de s'y attarder de façon assez sérieuse. Donc, il y a peut-être lieu de simplifier un peu tout ça, là, comme le gouvernement fédéral a annoncé l'intention de faire là, depuis un an ou deux. Mais à ma connaissance, ça reste un projet qui est très demandant en analyse. Mais bon, tranquillement, pas vite, on a de plus en plus d'acteurs qui vont en faire l'expérience, là, puis partager l'information, on l'espère, là, pour les bons coûts, les bénéfices, là. Merci. Je relance le fait que n'hésitez pas à nous écrire vos questions pour qu'on puisse répondre en direct pendant qu'on a Simon sous la main. Je propose une autre question, c'est, tu as mentionné le fait d'avoir, échangé avec certains acteurs dans différents secteurs. Heu, Quels seraient les éléments, la perception que tu vois par rapport aux enjeux ou la nécessité ou l'urgence de la décarbonation pour ces différents secteurs? Ouais, je pense qu'en toute transparence, il semble y avoir des tendances fortes dans certains secteurs où, euh, bon, les efforts de décarbonation ou l'idée en tout cas de décarboner ce genre d'équipement-là a déjà fait son chemin et d'autres secteurs où, bon, il n'y est pas du tout, là, donc la réflexion même pas commencé. Puis j'en profite pour faire le parallèle. Peut-être je reviens sur ton autre question aussi sur ce qui se fait ailleurs. Il y a le laboratoire d'énergie renouvelable américain, là, NREL, qui ont tenu bon, une conférence là, il y a un an et demi maintenant, je pense, sur la décarbonation du hors-route. Puis bon, ben, il avait fait intervenir plusieurs personnes de tous les secteurs, ou à peu près. Là, c'était peut-être un peu moins large que ce que je vous présentais tantôt, mais quand même. Puis dans les constats, ce qui est venu des interventions, là, c'était très participatif, là. C'est justement qu'il y a pas beaucoup d'acteurs qui ont déjà passé du temps à le faire. Puis la raison est simple, c'est que c'est souvent des opérations commerciales et industrielles. C'est surtout là-dessus qu'on s'est concentré là, dans le cas du sommet. On pense moins à l'administration publique, on pense moins au résidentiel récréatif pour toutes sortes de raisons qui se défendent, là. Mais dans les secteurs commerciaux, peut-être institutionnels à la limite, mais surtout industriels, légers et lourds, on n'a pas beaucoup d'acteurs qui réfléchissent à la question parce que c'est un cas où souvent il y a un coût additionnel de toute façon, perçu ou en tout cas imaginé ou réel, là. Et donc, on ne va pas vraiment se lancer, à moins qu'il y ait une réglementation ou un programme qui nous incite à le faire. Et comme je disais en introduction tantôt, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pas beaucoup d'incitatifs, pas beaucoup de raisons, autrement dit, de réfléchir en détail à ces questions-là. Ce qui est peut-être intéressant de noter, c'est qu'il y a beaucoup des équipementiers
pour le matériel plus spécialisé, qui sont des multinationales. Et donc, bon, les acteurs à l'intérieur d'un pays peuvent bien réfléchir à la question autant qu'ils veulent, mais souvent vont être dépendants de, bon, c'est quoi les grandes tendances décidées un peu par les manufacturiers là, de véhicules. Donc, je pense entre autres, c'est un peu le même principe que pour le transport lourd, mais là, pour des véhicules plus spécialisés. Donc, c'est plus difficile de développer des véhicules à coût raisonnable qui remplaceraient là, ce qui est déjà produit par les grands équipementiers là, du monde. Donc, quand les équipementiers voient une ouverture dans certains secteurs, vont en faire la promotion. Donc, j'en mentionnais quelques-uns tantôt, là, entre autres pour le matériel de construction, mais aussi bon, pour des équipements d'électrification sur site pour les opérations minières, même en surface. Ben là, il y a une ouverture pour aller tester et évidemment, ben, il y a des partenariats qui peuvent se faire, mais encore là, on va dépendre un peu d'eux. Puis quand on arrive à ce point-là, il y a un autre enjeu qui se dessine qui est que la plupart de ces, malgré tout le peu d'attention que je soulignais au début, la plupart de ces équipements-là, surtout pour les gros véhicules, ils sont déjà fortement réglementés. Donc, de toutes sortes de façons, par bon, le code de la sécurité routière ou par les transports. Et donc, même si c'est des équipements qui ont été développés ailleurs, ils sont pas nécessairement, c'est pas nécessairement possible de les importer. Donc, je cherche un exemple, là, bon, disons en foresterie, là, ben, là, on est un petit peu en dehors du hors-route, là. Il y a des véhicules lourds électrifiés. Je pense que c'est une firme suédoise là, qui les a testés puis qui sont maintenant déployés de façon assez substantielle dans les forêts là-bas. Et donc, qui pourraient correspondre aux besoins qu'on a ici. Bon, ça pourrait être une option. Sauf que ben, la façon que l'équilibre de la charge du véhicule est distribué, ben, ça suit les réglementations suédoises ou en tout cas européennes, mais il y aurait un ajustement quand même assez substantiel à faire pour être capable d'utiliser le véhicule sur la route ici. Donc, que ce soit l'ajustement à la réglementation ici ou l'ajustement au véhicule dans son processus manufacturier. Et donc, évidemment, ça pose des problèmes, là. On ne peut pas y aller directement. Donc, j'ai insisté pas mal dans la revue sur l'absence de catalogue. Souvent, on ne connaît pas les modèles, puis c'est très difficile de trouver l'information. C'est une chose, mais souvent, même quand les modèles existent, bien évidemment, décider de l'utiliser, c'est pas aussi simple. J'ai aussi en tête un exemple bon, de flotte qui s'électrifiait par un acteur où on avait des besoins très précis en recharge. Puis on a voulu installer tout ça avec l'aide d'un manufacturier européen qui est arrivé ici. Il y avait le véhicule, puis les installations de recharge qui correspondaient exactement aux besoins. Puis quand on a installé, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas trop parce que ben, il n'avait pas pensé au fait que, évidemment, la fréquence sur le réseau ici est différente de celle en Europe. Donc, ça peut être c'est un petit accrochage. Mais évidemment, ça montre qu'il faut faire chaque étape là, du chemin de croix pour faire le transfert d'une région à l'autre. Il n'y a pas il y a pas d'uniformisation là, pour l'instant qui est en cours dans aucun de ces équipements-là. Là. Ben, très peu, là, je dirais. D'accord, merci beaucoup. On a quelques questions qui sont rentrées. Je vais d'abord répondre à une sur est-ce qu'on peut trouver le rapport sur les émissions? Oui, le rapport a été publié quelques minutes avant que le webinaire ne commence sur le site internet de l'IET. Donc, en allant dessus, vous allez le trouver. Il va être probablement sur la page d'accueil. Ensuite, on a une autre question qui concerne... en fait, on a deux autres questions, mais je vois le temps qui file, donc je vais en poser les 2, dont une résumée. La première, c'est: quel serait le secteur susceptible de s'électrifier le plus vite? Moi, selon ce que j'ai compris, Simon, tu as beaucoup mentionné le secteur de la construction et des mines souterraines. Ça a l'air d'être là où, en tout cas, la motivation est plus claire, que Ouais. les options commencent à exister un peu plus. Puis, Ouais, j'ai de la misère à tout mettre sur le même pied d'égalité pour en sortir un. Là. C'est peut-être mon malaise à répondre à la question de façon directe. Mais oui, je pense qu'il y a pour disons, les endroits où les défis sont très importants, là, puis on parle d'équipements substantiels, puis de quantité d'émissions substantielles. Effectivement, le minier sous terre semble bouger. La construction, je ne suis pas certain. Par contre, après ça, quand on arrive dans les petits équipements, là où on pourrait appuyer sur des incitatifs assez relativement facilement, là, sans trop simplifier,
électrifiés au niveau de certains équipements des municipalités, dans le résidentiel, dans le commercial ou même industrie manufacturière, par exemple, là, certains équipements comme bon, les chariots élévateurs, là, donc il y a déjà des modèles disponibles. Donc encore là, on pourrait resserrer puis donner des incitatifs peut-être plus rapidement là, que dans des secteurs où les défis logistiques sont assez substantiels. Mais bon, il faut s'y attaquer tôt ou tard, là, donc faut y revenir quand même. Mais oui. Et une dernière question à laquelle il faudra répondre rapidement, mais que je trouve intéressante, c'est un peu le lien entre l'électrification de ce secteur-là et la pression que ça pourrait mettre sur les besoins en termes d'électricité Oui. au niveau des provinces, au niveau canadien. Oui, 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 c'est pour les sites isolés en particulier. Bien évidemment, si on est dans un contexte où là, je n'aurai pas le temps de décrire tout ça, mais on est dans un contexte où on veut électrifier un paquet de choses, on veut bon, doubler les réseaux en économisant le plus possible d'énergie en même temps. Donc, il y a déjà des défis importants. Par contre, évidemment, c'est comme beaucoup de choses dans les trajectoires de décarbonation, c'est-à-dire que si on s'arrête à ce défi-là, puis en disant, bon, on a déjà beaucoup de chapeaux à faire porter pour l'électricité, peut-être qu'on devrait regarder ailleurs pour le hors-route. Bien évidemment, le ailleurs, souvent, a des besoins très sérieux en même temps. C'est pour ça que dans la grille, il y a cette réflexion-là de poser sur de quelles infrastructures on parle exactement. Si ça vaut la peine d'aller vers quelque chose d'autre. Je pense à la production de carburant liquide durable, par exemple, en milieu agricole où il y a peut-être des installations relativement disponibles à proximité, avec des résidus importants qui peuvent servir de matière première. Bon, il y a peut-être de la place là, pour aller ailleurs qu'à l'électrification. Mais il faut toujours garder en tête que si ce n'est pas l'électrification, c'est quelque chose d'autre qui pose d'autres demandes, là. Donc, c'est pas toujours aussi simple. Évidemment, j'ai en tête l'hydrogène, entre autres, là, mais il y a des endroits où ben, peut-être la mobilité de l'alimentation là, ou de l'approvisionnement, je devrais dire, en énergie, va jouer contre l'électricité, c'est certain. Moi, je veux dire quelque chose en terminant aussi, parce que je ne l'ai pas dit en Oui. conclusion. Et comme je disais tantôt, on va mettre sur pied un atelier. Si vous avez des informations ou des contacts à nous suggérer qui sont impliqués dans la décarbonation de ce genre d'équipement-là, peu importe le secteur, on est absolument preneur. Là, donc, gênez-vous pas pour nous contacter par la suite. Il y a évidemment mes coordonnées là, sur le site de l'IET. Parfait. Mais je vois que le temps file. Il est déjà 11h01. Donc, on va conclure ici notre webinaire. Merci beaucoup, Simon, pour nous avoir présenté ce riche portrait sur le secteur hors route qui est bien plus large que ce que ça ne laisse paraître au départ. Et merci à toutes les personnes qui ont assisté au webinaire. Le rapport est disponible sur notre site Internet et il y aura probablement une suite à ce projet. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à vous.